Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, Territoire d'info. C'est une heure de direct et on retrouvera, vous le savez, notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Henri Guénaud qui sera débriefé par nos éditorialistes Denis Jeanbart et Yves Tréhard. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zapp Élysée. C'est le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, le JT des territoires dans un instant. Le Premier ministre Édouard Philippe a effectué hier après-midi son premier déplacement dans la région des Hauts-de-France aux côtés du ministre de l'Intérieur Gérald Collomb et du ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin. Il a assisté à un contrôle de sécurité transfrontalier à la gare de péage d'Ordun au nord de Cambrai et dans un contexte marqué par le terrorisme quelques jours après l'attentat de Londres, il rappelle l'importance de la coopération européenne. On l'écoute au micro de Samuel Petit pour La Voix du Nord. Ces actes terroristes nous rappellent que nous devons être d'une vigilance absolue et que nous devons faire en sorte, tous les jours, toutes les nuits, à chaque instant, d'avoir la sécurité des Français dans nos priorités absolues. Un mot encore pour dire que nous pouvons engager des forces nombreuses, nous pouvons utiliser des technologies avancées, mais qu'un des éléments que je retiens de cette visite, c'est l'importance de la coopération avec nos voisins. C'est parce que nous pouvons travailler dans de bonnes conditions avec nos amis belges que nous obtenons des résultats. Et il est évident qu'avec l'ensemble de nos partenaires européens, nous devons travailler toujours plus avant pour apporter une réponse commune et efficace aux défis et aux menaces auxquels nous sommes confrontés. Dans l'actualité, c'est le dossier clé de la réforme du Code du travail dont on parlera tout à l'heure dans le débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale après la publication de documents publiés par Le Parisien et alors que syndicats et patronats vont recevoir aujourd'hui une feuille de route déterminant un programme de travail. À Toulouse hier, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, venu soutenir ses candidats aux législatives en Haute-Garonne, a demandé à cette occasion au président Macron de publier le texte de la réforme du Code du travail avant les élections. Marion aussi pour la dépêche du Midi Vidéo. Je dis à M. Macron que ce n'est pas normal que ce soit un média qui soit obligé de faire connaître ses intentions. Et je lui dis, respectez notre démocratie, faites connaître le plan et les objectifs de vos ordonnances. Ce n'est pas loyal si nous allons à une élection sans savoir sur quoi on vote, alors que vous le savez. Et dans ces conditions, j'estime que le débat de la dernière semaine devrait complètement changer de nature. Il devrait se recentrer sur les questions du travail plutôt que sur les petites phrases et les polémiques souvent assez subalternes. Une enquête sur l'étiquetage qui va intéresser les consommateurs que nous sommes tous. Alors que l'étiquetage de l'origine des viandes et du lait des produits transformés a été rendu obligatoire depuis janvier dernier par le ministre sortant de l'Agriculture Stéphane Le Foll, l'association UFC Que Choisir a mené une enquête qui révèle que plus d'un produit sur deux manque à l'obligation en maintenant une opacité sur l'origine de ses ingrédients. Une fausse transparence qui prive les consommateurs d'une information qu'ils réclament pourtant de plus en plus souvent. Un reportage de Fleur de Bourg pour Campagne TV. Depuis le 1er janvier 2017, les consommateurs ont vu apparaître des étiquettes indiquant l'origine précise des viandes et des produits laitiers intégrés dans les produits transformés. De nombreux fabricants ne respectent cependant pas les nouvelles normes en vigueur, laissant les consommateurs dans une fausse transparence. L'association UFC Que Choisir a mis en avant ces manquements concernant l'application de cette nouvelle loi via une enquête de terrain. L'enquête a été un coup de sonde pour vérifier si l'obligation d'étiquetage de l'origine des viandes et du lait est respectée. Et on s'est rendu compte, qu'il y avait encore près de la moitié des industriels qui ne respectaient pas l'obligation. Et deux, l'alerte, c'est que les professionnels se sont engouffrés massivement dans la possibilité qui leur est hélas donnée trop facilement dans le décret de mettre une mention UE qui est un paravent. Ce que demande l'UFC au pouvoir public, c'est des contrôles et des sanctions et limiter à des cas très précis la possibilité d'utiliser la mention UE, qui est une mention paravent et qui ne règle pas le problème de l'opacité de l'origine des viandes. Mis en place pour une période expérimentale de 2 ans, l'étiquetage de l'origine est désormais obligatoire dès que la part de viande est égale ou supérieure à 8% et que la part de lait est égale ou supérieure à 50% du produit. Les fabricants ayant eu une période de 3 mois pour écouler
écouler leur stock de produits non conformes doivent désormais se soumettre à un étiquetage clair. En 2014, les filières françaises d'élevage ont lancé la signature Viande de France afin de garantir aux consommateurs une viande issue d'animaux nés, élevés, abattus et transformés sur le territoire national. Viande de France est la réponse à l'attente du consommateur. 75% des consommateurs reconnaissent l'identifiant, qui est contrôlé. Il est cité comme le deuxième ou troisième signe d'acte d'achat déterminant pour le consommateur. Viande de France est née de la crise du cheval, la fraude au cheval, des lasagnes. Donc nous avons créé Viande de France, mais nous avons dû œuvrer, et grâce à notre ministre Stéphane Le Foll, nous avons obtenu une dérogation jusqu'en 2018 pour que nous ajoutions à nés, élevés, abattus, transformés. Bien évidemment, l'interprofession va continuer à se battre pour que cette expérimentation devienne pérenne et permette de le généraliser à l'ensemble de l'Europe et ainsi que les consommateurs de l'ensemble des pays européens connaissent l'origine de la viande dans les produits élaborés. L'étiquetage représente une opportunité majeure pour faire reconnaître la qualité des produits agricoles et agroalimentaires français, ainsi qu'une véritable avancée dans l'information du consommateur. Un contrôle plus strict ainsi que des sanctions en cas de non-respect de la nouvelle loi de l'étiquetage seront tout de même à prévoir pour assurer son bon fonctionnement. Et maintenant, on n'arrête pas le progrès des contrôles routiers qui innovent. La CRS autoroutière Aquitaine inaugurait ce vendredi sur l'échangeur 25 de l'A163 les contrôles par drone. Une première en France, mais qui devrait être de plus en plus utilisée. Le contrôle à l'aide de drones s'avère être plus efficace et plus écologique. Dominique Parmentier pour TV7 en Gironde. Ce drone appartient à la mission sécurité routière de la préfecture de Gironde. Mais c'est la première fois qu'une CRS autoroutière, en l'occurrence celle de Bordeaux, l'utilise pour repérer les infractions sur l'autoroute Bayonne-Bordeaux. Et déjà, la technique s'avère efficace. Ouais, Beaumont SMA de Beaumont 2, est-ce que vous avez intercepté les camions? Et là, très rapidement, vous avez pu voir que c'était efficace, puisqu'en même pas 30 secondes d'utilisation, nous avions déjà interpellé 2 camions. Donc, et là, ça continue en permanence. C'est une technique d'emploi nettement plus rapide. C'est-à-dire qu'on arrive, on pose l'appareil, avec un pilote bien sûr formé, avec les autorisations de vol, avec 1 ou 2 fonctionnaires qui repèrent et qui indiquent les véhicules à interpeller par radio. On gagne un temps fou, quoi. On n'a pas besoin d'attendre l'autorisation de décollage de l'avion et tout le reste. Plus rapide, plus efficace, moins polluant et surtout plus discret qu'un avion ou un hélicoptère. On ne l'entend pas. On ne le voit pas, et il a à peu près une quarantaine de mètres d'altitude. C'est pratiquement, si vous aviez un petit aigle royal dans l'air et vous ne faites pas attention. Mais bon, pour nous, c'est un engin d'avenir. Un engin qui sera désormais utilisé pour au moins la moitié des contrôles lors des grands week-ends et départs en vacances. En attendant, ce ne sont pas moins de 8 camions qui ont été interpellés pour diverses infractions en moins d'1 heure. Une page développement durable maintenant avec Bonaparte, un lieu pour sensibiliser aux bons gestes. À La Roche-sur-Yon, l'ADIL, l'agence départementale d'information sur le logement et l'énergie, propose aux particuliers de visiter un appart témoin où on trouve des conseils pratiques, des petits gestes à appliquer au quotidien. Un reportage d'Apolline Laurent pour TV Vendée. Laisser brancher un chargeur de téléphone, la box internet ou encore la télé, c'est alimenter des appareils en veille qui consomment de l'énergie inutilement. Et à la fin de l'année, c'est autant d'argent gaspillé. Consommation des veilles, ça représente pour un foyer français, c'est 80 € par an. C'est-à-dire que chaque foyer français dépense 80 € pour de l'électricité qu'il n'utilise pas réellement. Pour éviter cette mauvaise surprise, il existe des moyens très simples, comme ces barrettes multiprises avec interrupteur. Des conseils simples qu'Oxane Maury, animatrice de l'écologement Le Bon Appart, explique aux particuliers qui viennent visiter ce logement témoin. Le rôle, c'est de sensibiliser et puis vraiment de permettre aux personnes de faire des économies financières pour, à un moment donné aussi, éviter la précarité énergétique, parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup de familles qui ont des grosses factures d'énergie et qui ne savent pas comment s'en sortir. Et en effet, amener des initiatives qui changent, qui sont parfois pas plus compliquées, mais qui ont de l'impact aussi au niveau de l'environnement. Car le but est bien entendu d'aider notre planète en réduisant nos émissions et notre consommation en eau et en énergie. L'année dernière, au 8 août, nous avions consommé l'ensemble des ressources annuelles produites par la Terre. Alors à travers ces différents ateliers, Oxane sensibilise aux bons gestes, comme ici, sur l'éclairage de la maison. Une astuce qui est la plus parlante, c'est vraiment la consommation des LED. Voilà, quand on regarde les réelles consommations des ampoules, on voit que
que les LED, il y a quand même une réelle économie. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a une offre en plus nationale qui propose 5 ampoules gratuites en LED pour quand on est en dessous d'un certain niveau de revenus. À la fin de la visite, cette propriétaire d'une maison à La Roche-sur-Yon repart avec plein d'idées pour changer ses habitudes et notamment pour limiter sa consommation en eau. Ce week-end, je vais regarder à droite à gauche dans le grand magasin où est-ce que je trouve des petites choses à installer au niveau de la robinetterie, par exemple, dans la cuisine ou même dans la salle de bain. Si on peut économiser, pourquoi pas? Il n'y a pas de petits gestes pour protéger l'environnement. Après l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris, l'Organisation météorologique mondiale estime que les températures augmenteront de 0,3 degrés d'ici la fin du siècle, si rien n'est fait. Emblématique de l'Occitanie, la feria de Nîmes ou feria de Pentecôte, emblématique de cette région, s'est achevée hier avec une polémique autour du taureau gracié lors de la dernière corrida. Frédéric Pastor, le président de la corrida de Jandilla, s'explique sur la grâce du taureau Pagnero, dernier taureau de la feria de Pentecôte, combattu par José Garrido. Et c'est Olivier Michel pour TV Sud qui l'a rencontré. Écoutez, ce taureau avait toutes les qualités requises pour pouvoir être indulté. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de la façon dont il est rentré au cheval, avec une force et un moteur incroyables. Cette force et ce moteur, il l'a parcouru tout au long de la faine jusqu'aux dernières moulettasses. C'est un grand taureau. Je regrette tout simplement qu'une partie du public n'ait pas pu le voir. Alors peut-être que Garrido n'a pas su peut-être vendre, mais on ne peut pas laisser passer un taureau d'une si grande qualité et le laisser partir comme ça, c'est impossible. Pour moi, c'est un grand taureau. On a pris la décision de façon collégiale avec les deux assesseurs et je ne vois pas où est ce soir la polémique. Moi je crois que c'est un grand moment de la tauromachie, c'était un grand taureau et finir la feria 2017 par un grand taureau comme ça, on ne pouvait pas attendre mieux. Voilà, fin de ce journal. C'est un sujet qui intéresse la feria. Denis Jambard qui nous rejoindra tout à l'heure pour le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Dans un instant, on va les rejoindre, mais tout de suite, c'est la une de vos journaux en région ce matin. Évidemment, la presse quotidienne régionale revient sur l'attentat de Londres avec l'Indépendant. Comme vous le voyez, traumatisé, Londres tente de revivre. Le terrorisme, London Bridge a rouvert hier alors que la police a identifié 2 des assaillants. Pour le Courrier de l'Ouest, c'est également l'attentat de Londres avec un Angevin disparu. Et c'est les proches de Sébastien Bélanger qui sont sans nouvelles de ce Bartholoméen de 36 ans expatrié à Londres. Il était samedi dans un bar de Bruce Market, quartier visé par les terroristes. L'actu du jour, c'est aussi le sujet dont on va traiter dans le club des éditorialistes dans un instant, c'est le droit du travail. Ça se précise, comme dit le Télégramme. Aujourd'hui, le gouvernement doit transmettre aux partenaires sociaux son programme concernant la réforme du droit du travail, mais la concertation risque de se tendre assez vite après la divulgation d'un document montrant que l'exécutif pourrait aller plus loin que ce qui avait déjà été annoncé. On en parle dans un instant. Dans l'écho de Haute-Vienne, Code du travail, fuite sur un projet inouï, coup d'état social, titre l'écho de Haute-Vienne. Les élections législatives, moins 4 jours bien sûr dans la presse quotidienne régionale avec le Courrier Picard et ce spécial élection où le FN est arrivé en tête à la présidentielle dans presque toutes les circonscriptions picardes. C'est un dossier sur les enjeux, les sortants, les attentes dans ces territoires dans le Courrier Picard. Pour la dépêche du midi législative, les 10 points chauds de Valls à Ferrand passant par NKM ou Mélenchon, ils jouent leur avenir. On reçoit d'ailleurs tout à l'heure Henri Guénaud qui est candidat, vous le savez, face à Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris. On en parle tout à l'heure. Également dans la Provence, LR et PS en danger. Qui va en profiter? Point d'interrogation. Les candidats d'En Marche et du FN entendent exploiter le raz-de-marée généré par l'élection d'Emmanuel Macron. Et ce sont des reportages dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, dans la Provence aujourd'hui. Pour la Voix du Nord, des candidats rivalisent d'imagination pour mettre en avant leur programme. C'est la pêche aux électeurs. Et puis économie également dans la presse quotidienne régionale avec l'Union de Reims, évidemment la vigne. Jackpot des investissements, le prix de l'hectare de vigne en Champagne a quadruplé en 25 ans. Voilà. Et puis pour Ouest France, c'est les entreprises en manque d'apprentis. C'est la une de Ouest France aujourd'hui avec une photo d'ailleurs d'apprentis Bretagne. La Nouvelle République, une gentille mamie dont il faut se méfier, c'est l'histoire du jour. Et la gentille mamie, ce n'est pas non Johnny Hallyday qui est combatif et de retour. Et vous le voyez en photo dans la Nouvelle République.
Aujourd'hui, voilà, sans transition, j'accueille le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale avec Jean-Louis Picot du Parisien Écho. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec nous ce matin. Avec Pascal Jalabert, des dernières nouvelles d'Alsace aujourd'hui, un des 9 journaux français du groupe EBRA. Et bonjour Denis Jambard de Nice Matin et de Sud Radio. Bonjour Cyril, merci bonjour à tous. Avec nous, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un fan de corrida. On va s'intéresser ce matin à la réforme du travail et à ce que prépare le gouvernement en envoyant aujourd'hui aux partenaires sociaux le document présentant la refonte du Code du travail qui donne une très large place à l'accord d'entreprise, un texte très attendu politiquement qu'il veut adopter par ordonnance à la rentrée. Là, on rentre vraiment dans le dur, Jean-Louis Picot. Oui, on rentre dans le dur et puis on rentre sur quelle va être, je dirais, la note de ce quinquennat, puisque c'est vraiment le passage, c'est tout de suite on attaque la montagne, j'ai envie de dire, c'est comme au Tour de France, on commence par les étapes de plat. Là, pour le coup, on va vraiment être dans le dur, effectivement, dans le dur et dans l'utile aussi, puisque la priorité, c'est l'emploi. Tout cela tourne autour de la relance de l'emploi. Donc les entreprises réclament plus de flexibilité. On va être là-dedans. Après, à compter de ce jour, puisqu'il y a une feuille de route qui va être envoyé aux partenaires sociaux, on va savoir un petit peu jusqu'où on a lancé le bouchon. Hier, on a publié dans le Parisien un document de travail qui préparait ce qui va être annoncé aujourd'hui. Alors on dit que c'est un document juridique émanant de la campagne d'Emmanuel Macron, mais qui ne fait pas foi de propositions gouvernementales, bien sûr. C'est un document de préparation, c'est-à-dire on n'a jamais dit que tout ce qui a été publié hier allait se retrouver dans les propositions qui seraient faites après. Après, vous savez que pour prendre ce genre de décision, on ratisse ratisse agité le bocal quand même, ce document. Bien sûr, mais c'est normal. De toute façon, on est sur un terrain qui est explosif. C'est un enjeu décisif pour des millions de Français. Donc forcément, il y a une tension. Il y a des syndicats en face qui sont minimum vigilants, voire vent debout contre ce qui va être lancé. Donc on va voir concrètement maintenant comment ça se passe avec le contenu et puis la manière aussi. On a une nouvelle ministre du Travail qui a la réputation d'être une très fine négociatrice. On va voir ce que ça donne parce que là, c'est vraiment l'épreuve du feu. Denis Jambard, une concertation qui va s'ouvrir mais qui sera limitée dans le temps. Très limitée même. Oui, parce que Emmanuel Macron a compris qu'un quinquennat, ça allait très vite et que sur l'emploi, il fallait agir très vite. On verra si ces mesures qu'il propose, qui sont d'ailleurs quand même dans sa philosophie. La loi Macron, c'était déjà une loi de dérégulation ou de libération du marché de la concurrence. Et là, comme ça vient d'être dit, c'est une volonté de flexibilité dans le travail réclamée par les entreprises. Et donc, il veut aller vite pour obtenir des résultats le plus rapidement possible sur le sujet de préoccupation numéro 1 des Français, c'est-à-dire le chômage ou l'emploi, si on veut être positif. La question est de savoir si les mesures qu'il propose sont les bonnes mesures et si elles contribueront précisément à débloquer enfin cette situation. Il faut le souhaiter. Mais est-ce que c'est ça la bonne réponse ? En tout cas, on verra les propositions qui seront faites dans la journée. Pascal Jalabert, Denis Jambard vient d'y faire allusion. La loi Macron, c'est la loi El Khomri, contestée dans la rue. La loi économique sur le... Oui. Il faut quand même, il a autorisé le travail du dimanche, l'affaire des bus, etc. Voilà. Donc c'est vraiment sa philosophie. Il a une philosophie libérale en matière économique et sociale. Alors est-ce que continuité de la loi El Khomri, contestée dans la rue, adoptée sans vote par le Parlement en 2016 ? Alors continuité, ça va beaucoup plus loin que la loi El Khomri. Moi je crois que la question centrale, c'est de savoir si, alors on est un peu technique, mais si le contrat de travail... va figurer ou pas dans les textes de l'accord d'entreprise. Parce que là, en effet, c'est l'adoption d'un modèle qui existe chez les anglo-saxons, mais qui n'est pas du tout dans l'histoire du travail en France. Donc on va regarder ce qui se passe. Moi, je reviens sur le calendrier. La concertation, elle va être vraiment brève. Parce que pour prendre les ordonnances le 20 septembre, ça veut dire qu'il faut faire une loi d'habilitation dans le courant du mois de juillet. Donc là, les partenaires sociaux, ils ont intérêt à le lire dès ce soir et à aller très vite. C'est une affaire de 2-3 semaines, pas plus. Ce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, c'est que ça doit être adopté par l'Assemblée, une Assemblée qui sortira des urnes dans quelques jours. Oui, enfin, l'Assemblée ne va pas adopter ce texte. L'Assemblée, elle va autoriser le gouvernement à prendre des ordonnances, à légiférer par ordonnance. Mais en septembre, elle devra adopter ensuite les ordonnances. Voilà, le pacte d'ordonnances. Ce que je veux expliquer aux téléspectateurs, c'est très court comme délai. C'est très très court. Et
en effet, Emmanuel Macron ne veut pas reproduire les erreurs du quinquennat Hollande, où on a mis 1 an et demi pour pondre le texte sur le mariage pour tous, où les réformes du travail se sont étalées sur 5 ans, et où évidemment ça traîne, les situations se pourrissent, ça mobilise les opposants. Là, il veut d'entrée baliser le terrain et prendre la loi fondamentale du quinquennat. Ça va être très intéressant de voir déjà cet après-midi le contenu du document qui est envoyé aux partenaires sociaux, voir jusqu'où ils mettent le curseur, parce qu'encore une fois, ils parlent de feuille de route, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément rentrer dans le détail. Je suis curieux de voir ça. Et puis voir si d'ici le premier tour des législatives, donc c'est dans 4 jours, 5 jours, on va avoir une transparence de la part du gouvernement sur justement le contenu de ce qui se prépare. Voilà. Jusqu'où ira cette transparence? Denis Jambas. Il ne faut pas oublier qu'en 2007, Jean-Louis Borloo avait annoncé la TVA sociale et ça avait coûté, dit-on, plusieurs une trentaine ou une quarantaine de députés entre les deux tours. À la majorité sarkozyste. Il se peut aussi que ça ait un impact, parce qu'en effet, si le contrat de travail descend au niveau de l'entreprise, ça sera quand même une modification profonde du droit du travail. Ça peut aussi avoir un impact dans l'autre sens. On ne sait pas comment réagissent les électeurs sur le thème. Lui, au moins, il réforme, il tient ses engagements. Donc je crois que le gouvernement joue cette carte-là. C'est-à-dire, d'emblée, on veut montrer, nous, on ne va pas mettre un coup dans le zig, un coup dans le zag, on y va tout droit. Et pour les opposants, on a vu Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, qui a déjà anticipé la riposte. Donc du coup, le débat sur les législatives dans la dernière ligne droite peut se cristalliser là-dessus. Non, mais on voit bien, c'est quand même le premier président, je pense depuis très longtemps, qui décide dès le début de son mandat, de prendre à bras-le-corps la question du chômage. Je ne sais pas si ces réponses sont bonnes, il faut le souhaiter, tout simplement. Je n'ai même pas un point de vue sur le contenu. D'abord, on verra ce que sont exactement les propositions. Mais jusqu'à présent, c'était des mesures fiscales pour les uns, pour les autres. Là, franchement, on prend de front le dossier de l'emploi. Ça me paraît important parce que moi, je considère que depuis 35 ans, c'est la question, 40 ans bientôt, 4 décennies, c'est la question qui mine la société française. Et je pense que Emmanuel Macron, il a été élu parce que tous les autres avaient échoué sur cette question-là. Ils n'ont pas réformé. Et non pas réformé. Jean-Louis Picot, apparemment, les électeurs de gauche réformistes, ceux de droite modérés, créditent La République En Marche bien, puisque, semble-t-il, même les résultats du vote des Français de l'étranger donnent largement en traite les candidats d'En Marche. Donc, oubliez l'affaire Ferrand, oubliez tout ce qui empêchait ce gouvernement de performer, et maintenant, on y est là, ça y est, on sait que le premier tour va être largement emporté par La République En Marche. A priori, tout ce qui revient des sondages, des données dont on dispose, disent que effectivement ça va être peut-être pas un raz-de-marée, mais en tout cas pas loin. Après, sur l'affaire Ferrand, je répète ce que j'ai dit déjà ici il y a quelques jours, je pense pas qu'il sera dans le gouvernement d'après, mais je peux me tromper, c'est mon opinion. Mais je pense qu'effectivement, comme cela vient d'être dit, il y a vraiment une volonté de dire les choses, de voir les problèmes en face et de proposer des solutions. Encore une fois, on verra après ce que ça donne. Il faudra faire œuvre de pédagogie puisque ce que vont provoquer ces nouvelles dispositions ne se verront pas forcément tout de suite en termes d'emploi. Donc il faudra faire de la pédagogie en attendant. C'est une tendance, Denis Jambas, ces résultats du vote des Français de l'étranger. Alors d'abord, il faut très dire qu'il y a favorable eu, à la République En Marche. Première information, il y a une très faible participation, moins de 20%. Ça peut indiquer d'ailleurs ce que nous disent les sondages, une assez faible participation aux législatives en France métropolitaine. Bon, on peut imaginer aussi que quand on est français de l'étranger, on est assez sensible au discours d'Emmanuel Macron. C'est pas une surprise absolue. Non. Simplement, quand même, les écarts sont considérables, vraiment considérables. Il y a un seul candidat sortant qui est sur Chypre, Italie, Grèce, Meir Habib, qui fait jeu égal avec le candidat. Beaucoup de candidats sont laminés, y compris Axel Lemaire, ancienne ministre. Oui, elle fait moins de 10% des suffrages, donc, alors qu'elle avait montré des signes de modernité, il faut quand même le dire. Ancienne secrétaire d'État au numérique.
a priori En Marche, mais elle avait choisi l'étiquette socialiste. Alors, Pascal Jalabert, un autre thème de l'actualité fort ce matin, donc vous représentez les dernières nouvelles d'Alsace sur ce plateau, c'est le Qatar qui est mis en quarantaine par ses voisins du Golfe, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, le Maghreb, une crise diplomatique majeure au Moyen-Orient. Crise diplomatique majeure, alors il y a un moment que les Saoudiens voulaient, entre guillemets, se payer les Qataris. Il y a des recuites, donc là il y a eu un propos rapporté de l'émir Al-Thani. Les Saoudiens ont rebondi là-dessus pour dire, regardez, ils soutiennent le terrorisme, regardez, ils discutent avec l'ennemi iranien. Il n'empêche que les répercussions peuvent quand même être très très embêtantes pour la stabilité de la zone et puis surtout dans cette guerre froide qui est plus que froide avec des fronts chauds entre chiites et sunnites qui minent le Moyen-Orient et qui est à l'origine aujourd'hui de tous les problèmes de terrorisme. Aujourd'hui, le problème géopolitique majeur du monde, c'est la guerre sunnite contre chiite dans cette région du monde. Qu'est-ce que ça cache, Denis Jambard, Les investissements qataris sont très importants en France. Malgré les recommandations depuis 1974, je crois. Malgré les recommandations du général de Gaulle, avoir des idées simples quand on va dans cette région, c'est assez compliqué. Les idées sont complexes. Et il se peut que cette situation se retourne dans quelques semaines ou dans quelques mois. L'Arabie Saoudite est aussi suspecte d'avoir alimenté le terrorisme, qui est l'argument utilisé pour rompre avec le Qatar, que le Qatar lui-même suspectait depuis fort longtemps. En tout cas, il y a aussi sans doute des enjeux économiques. Mais si c'est vraiment un blocus, vous savez que, par exemple, l'essentiel de l'alimentation du Qatar se fait par une route qui traverse l'Arabie Saoudite. Donc le peuple qatari va sans doute souffrir très rapidement. Par ailleurs, il faut savoir que l'Égypte, qui vient de rompre aussi ses relations diplomatiques et de fermer son ambassade, vient de trouver en Méditerranée des réserves de gaz considérables. Or, on sait que le Qatar est le premier ou le deuxième producteur mondial. Donc là aussi, derrière ça, il y a une guerre économique qui vient s'ajouter en effet à la guerre ou à la rivalité entre chiites et sunnites qui mine complètement le Proche-Orient et empêche peut-être la paix d'y avancer. Pascal Jalabert. Oui, alors vous parliez du Qatar et de la France. C'est vrai que c'est un investisseur... le Qatar sur la touche, oui, voilà. C'est un investisseur qu'on a choyé. Le Qatar est partout. Alors on voit le PSG, on voit Beansport pour les amateurs de football, mais ils ont des parts dans la plupart des entreprises du CAC 40. Ils ont beaucoup investi pour les PME. Dans le groupe Accor-Hôtel, dont il est actionnaire majoritaire, le Qatar. C'est vrai que tout ça est critiqué par rapport à des accointances supposées avec le terrorisme, par rapport aux droits de l'homme, mais je crois qu'en effet, les Saoudiens n'ont pas beaucoup de leçons à leur donner là-dessus. Donc la région est vraiment très très compliquée. C'est embêtant pour le PSG, Jean-Louis Picot, parisien ? Ça pourrait l'être à terme. Je ne pense pas qu'on ira jusqu'au gros problème vis-à-vis du PSG. Quand ça va commencer à toucher le PSG, là, c'est qu'il y aura une crise très très grave. Alors, dans le Parisien Écho... Non, mais on pourrait s'interroger sur aussi le poids de Donald Trump. Donald Trump a mis de l'huile sur le feu et maintenant il demande à apaiser le conflit. Donc, on a là cette politique erratique du chef d'État américain, du nouveau président américain, qui d'un jour sur l'autre est imprévisible et contribue à allumer des incendies. Le G20 des jeunes entrepreneurs dans le Parisien Écho avec votre édito en page 2, Jean-Louis Picot. Intéressant. Les 20-45 ans tiennent leur G20 à Berlin. C'est ça. Alors il faut préciser que notre numéro de ce matin a été fait en totale collaboration par des jeunes journalistes étudiants à l'Institut pratique de journalisme de Paris-Dauphine. Et donc on a choisi avec eux d'ouvrir notre journal sur ce G20 des entrepreneurs qui est chargé de mettre en avant des actifs qui réfléchissent aux problématiques et qui proposent des solutions éventuellement pour l'emploi, on en parlait tout à l'heure, et qui font remonter ces propositions auprès du G20 ça qui se déroulera très bien, puisque je courant juillet. Voilà. Voilà, donc le G20 des entrepreneurs à Berlin du 15 au 17 juin. C'est ça, exactement. Dans le Parisien Écho aujourd'hui en couverture. Voilà, on passe à la météo, le temps qu'il fait en France aujourd'hui et aussi en Outre-mer. Merci à vous, à tout de suite. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terre Pro et l'Assemblée des départements de France. Dans quelques minutes, on reçoit notre invité politique, c'est Henri Guénaud, candidat dans la 2e circonscription de Paris, qui est notre invité. Mais tout de suite, on passe aux appellisés. Premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Londres a déjà été victime d'attentats très graves, mais c'est à la fois une question de contrôle général des frontières, mais aussi de contrôler certaines idéologies qui pullulent. Ça fait déjà 2 ans que moi je me mobilise pour l'interdiction du salafisme. Notre pays doit se rassembler. Nous ne devons pas vivre comme des communautés séparées et ségréguées, mais comme un véritable Royaume-Uni. Enfin, un propos lucide qu'on aimerait avoir de temps en temps en France. Parce que c'est vrai que si on ne s'interroge jamais sur le terreau de la montée de ce fondamentalisme islamiste, qui, je rappelle, est l'idéologie qui arme le terrorisme. Le terrorisme, ça n'est qu'un moyen. Quartier nord de Marseille, Jean-Luc Mélenchon doit prendre la parole au pied des immeubles, juste le temps de saluer ceux qu'il est venu rencontrer avant de recevoir des œufs. Ce que j'ai entendu de Jean-Luc Mélenchon depuis qu'il est venu, c'est des pagnolades. La bouillabaisse, les boules, il refait l'accent marseillais, il singe les Marseillais. Voilà, je crois qu'il se comporte un peu comme un touriste. Plan Macron pour réformer le code du travail. D'après les révélations du Parisien, les mesures vont bien au-delà de ce que le président a pu annoncer durant la campagne. Un document qui révélerait 8 ordonnances contre 3 annoncées par le gouvernement. L'une d'elles concerne le contrat de travail, dossier jugé prioritaire. Règles concernant la durée du travail, et notamment le travail de nuit, améliorer la formation des délégués syndicaux. Le code du travail, c'est pas le code de la route. Chaque page, c'est une histoire de lutte, de grève, de manifestation et de rapport de force. Et M. Macron méconnaît tout ça. L'idée, c'est de faire marche arrière, de considérer que si les entreprises n'embauchent pas, c'est parce qu'il y aurait davantage trop de protection pour les salariés. Vous savez, c'était la même logique dans le débat sur le travail des enfants. Je le dis de façon brutale. Il obéit à ce que Bruxelles demande, c'est-à-dire ce programme de précarisation, d'ultra, je dirais même pas flexibilité, parce que ça a une connotation positive. C'est comme ça qu'on va nous le vendre. On va même nous dire flexi-sécurité. Je dis à M. Macron que ce n'est pas normal que ce soit un média qui soit obligé de faire connaître ses intentions. Et je lui dis, respectez notre démocratie, faites connaître le plan et les objectifs de vos ordonnances. Il a raison de demander ça. Ah ben moi je pense que quand on prône la transparence et les nouvelles pratiques politiques d'un côté, on doit naturellement se les appliquer de l'autre. Je souhaite naturellement que les ordonnances telles qu'elles sont préparées soient publiées avant législative. Il faut que les Français sachent précisément dans quelle direction, selon quelle orientation et sur quelle base de travail. C'est tout simplement un document qui retrace tout ce qui a été exprimé pendant la campagne électorale. Donc j'en ignore la source, mais je peux vous dire qu'il n'est pas une source gouvernementale et qu'il n'est en aucun cas l'avant-projet. Et vous verrez qu'il est plus intéressant de parler d'un texte réel que de papiers qui viennent de je ne sais où. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, et l'invité politique de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Henri Guénaud. Bonjour Henri Guénaud, vous êtes candidat dans la 2e circonscription de Paris. Et pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'être là. Henri Guénaud, on revient sur l'attentat de Londres. Est-ce que cet attentat remet à vos yeux en jeu le modèle britannique de multiculturalisme ? Alors d'abord, ces attentats ne sont pas le privilège de Londres, hélas. On a le droit à la même chose dans un pays comme la France. Vous connaissez le débat en Angleterre là-dessus. Mais je crois quand même que le multiculturalisme ou le communautarisme joue un rôle important dans ces nouvelles formes d'attentats. Mais c'est vrai aussi en France. Cette dérive des sociétés occidentales vers l'entre-soi communautaire et fatalement, quand on se trouve dans des sociétés communautarisées, les tensions qui peuvent exister entre les communautés offrent un terreau très favorable à ce type d'action terroriste, à cette dissémination de
de la violence. Oui. Ça veut dire qu'en France, les réponses sont bien adaptées. Vous dites aussi en France, la laïcité, c'est quand même un principe qui existe. On n'a pas atteint le degré de communautarisme anglais, mais quand même, on y va à grands pas. C'est-à-dire que il y a une décomposition communautaire de la société qui est beaucoup plus institutionnalisée au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais qui en France a fait d'énormes progrès, bien que ce soit à mes yeux une grande régression. Et comment lutter contre ça ? En affirmant justement des valeurs, Emmanuel Macron propose, lui, une task force pour lutter contre le terrorisme. C'est insuffisant ? Il y a la lutte contre le terrorisme qui doit être menée par les services de sécurité, de renseignement. C'est comme toute délinquance, c'est-à-dire qu'il y a derrière des causes auxquelles il faut s'attaquer. La délinquance, elle peut venir du laxisme du droit, elle peut venir de défauts de l'éducation, elle peut venir parfois de questions sociales, même si ça n'excuse pas les voyous. Le task force, moi, je ne crois pas que ça change beaucoup de choses. Je crois qu'il y avait déjà le Conseil national du renseignement auprès du président de la République. Il y a déjà beaucoup d'instances de coordination, dont on peut en faire une de plus, mais il y a quand même une forme d'affichage qui ne va pas aller, à mon avis, très très loin dans cette affaire. Et puis il faut faire toujours très attention en matière de renseignement à ne pas réunir tous les services de renseignement à la fin dans un seul. Aucun grand pays ne fait ça, et heureusement. C'est-à-dire qu'il y a le renseignement extérieur, le renseignement intérieur, ce qui dépend de l'armée, ce qui dépend de la police. Il y a toujours un danger à réunir tous les services dans un seul. Il ne faudrait pas que ce soit le premier pas dans cette direction. De ce point de vue-là, pardon de vous interrompre, le trio Collomb, Édouard Philippe, Macron, il vous paraît solide pour faire face dans ce contexte à la menace d'attentat? Ça, nous le verrons, mais de toute façon, il n'y a pas de risque zéro, il n'y a pas de garantie absolue. Mais il y a une nécessité à faire tout ce qu'on peut le mieux possible, évidemment, pour prévenir ce genre d'attentat. Et puis ensuite, il y a tout ce que nous devons faire pour éviter ce qui est d'ailleurs l'objectif des terroristes et de ceux qui les manipulent, c'est-à-dire accentuer encore les tensions communautaires et nous pousser à un tellement de méfiance et de rejet de l'autre qu'on pourrait finir par. Mais à ce niveau-là, justement, vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron fait bien le job? Comment vous jugez ses premiers pas là depuis qu'il est élu? Sur ce sujet, c'est difficile de les juger puisqu'il n'a rien fait. Oui. Moi, je me souviens d'Emmanuel Macron pendant la campagne, arrivant à Sarcelles et disant « Je viens ici parce que toutes les communautés y sont réunies et elles vivent bien entre elles ». Alors, elles ne vivent pas toujours bien entre elles, il faut quand même se souvenir de tout ce qui s'est passé au cours des dernières années. Puis alors, moi, président de la République qui me parle de communauté, c'est déjà un président de la République qui vante le communautarisme. Si vous acceptez cette idée qu'il y a en France des communautés, que les autorités de la République les reconnaissent comme telles, alors vous acceptez le communautarisme, il faut être clair. Vous aviez été très sévère à son égard pendant la campagne électorale. Je vous cite, vous avez dit que l'élection de Macron pourrait être pire que celle de Marine Le Pen. Vous disiez, c'est le candidat de la mondialisation heureuse. Vous pourriez reprendre ces propos aujourd'hui? Ça pourrait nous mener à quelque chose de pire, parce que lorsque les Français se rendront compte qu'ils ont mis au pouvoir tout ce dont ils ne voulaient plus, alors je crains que la réaction, la colère, la révolte nous conduisent sur des voies extrêmement dangereuses. Je pense que M. Macron n'est pas le candidat de l'antisystème, il est le candidat du système. Mais apparemment, les citoyens ont l'air plutôt, quand on voit les résultats des candidats de la République En Marche aujourd'hui pour les Français de l'étranger... Oui. D'abord, les Français de l'étranger sont une particulier, c'est vrai, mais quand même, on sent aujourd'hui que... Monsieur Leclerc, dans tous les cas où nous avons changé de président, le président a obtenu sa majorité, et a fortiori depuis l'inversion du calendrier, et depuis que l'élection législative se déroule quelques semaines à peine après l'élection présidentielle. Les codes de confiance dont jouit monsieur Macron aujourd'hui sont à très peu de choses près les mêmes que celles de ses prédécesseurs. Enfin, est-ce que on se rappelle, il n'y a pas eu d'élection législative à cette époque-là, mais de l'engouement qui avait accompagné l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, bien que obtenu à 50,5%, l'engouement qui avait suivi l'élection de François Mitterrand en 81, celui de Jacques Chirac en 95. Mais au-delà de l'engouement, il y a la question finalement de ce que souhaiterait Emmanuel Macron, c'est-à-dire un parti unique. Et donc une disparition d'une forme d'alternance, ça vous paraît dangereux quand même, ça?
S'il remporte une large majorité. Ça me paraît toujours dangereux, mais c'est toujours la tendance des responsables politiques et des partis de couvrir le plus largement possible tout le spectre politique. Cela dit, moi je ne crois pas que la République En Marche soit appelée à devenir un vrai parti politique. Je pense que c'est un agglomérat de gens très différents qui viennent de partout. Rien à voir par exemple avec la situation de 80 qu'on évoquait avant d'entrer dans l'émission, parce que en 80 il y avait beaucoup de gens qui faisaient de la politique auparavant, qui avaient déjà un engagement politique, qui étaient jeunes et nouveaux, mais quand même des professionnels. Là, on voit des gens qui viennent de tout horizon, qui ne sont pas reliés comme en 81 par un socle commun de valeurs, de dessins. Ça vous choque ou non, ça ne me choque pas, c'est juste un constat. C'est juste un constat, c'est-à-dire que ça ne va pas devenir, à mon sens, une famille politique ancrée dans les grandes familles de la politique française, dans l'histoire de la politique française et dans des valeurs qui s'incarnent dans des courants profonds. Voilà, le socialisme, ce qui a été laissé faire. Ça va faire fuite En Marche. Mais ça va pas, en tout cas, ça ne va pas donner un parti comme on l'entend aujourd'hui et qui s'inscrira dans la durée. Voilà ma conviction profonde. En attendant, on va avoir une assemblée, ça continue comme ça, une assemblée de godillots, d'autant plus malléable qu'effectivement, il n'y a pas de personnalité politique structurante, à part quelques vieux chevaux de retour qui se recasent. Et c'est une assemblée qui va donner tous les pouvoirs, en réalité, à Emmanuel Macron. Et l'opposition, ça sera qui alors ? Ce sera ceux qui arriveront à échapper à cette vague, hein, comme ceux qui ont échappé à la vague de 80. C'est Henri Guénaud qui est notre invité ce matin sur Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Henri Guénaud, Muriel Pénicaud, cet après-midi, la ministre du Travail remet la feuille de route à chacun des syndicats dans la réforme du Code du travail. Est-ce que c'est une bonne méthode, la bonne méthode ? La bonne méthode, c'est de discuter. Maintenant, la mauvaise méthode, ce sont les ordonnances. On ne traite pas ce genre de questions par ordonnance. Les ordonnances, vous savez, c'est fait pour résoudre des problèmes techniques dans la Ve République, pas pour résoudre des problèmes politiques. Quand vous avez un vrai problème politique, des divisions dans le pays sur un sujet... Il avait annoncé la couleur, Emmanuel Macron. Oui, alors, on m'a bien expliqué que Nicolas Sarkozy, qui avait annoncé la couleur sur le mini-traité de Lisbonne voté par le Congrès, n'en a pas moins provoqué une sorte de naufrage démocratique. Il l'avait annoncé. Bon, donc on a trompé. Je ne dis pas que M. Macron a trompé quiconque. Je dis simplement que les ordonnances, ça n'est pas fait pour résoudre des problèmes politiques. Quand vous avez un problème politique, soit il se résout à l'Assemblée, soit s'il ne se résout pas à l'Assemblée, qui reste latent dans le pays, ne peut se résoudre que par référendum. Mais l'ordonnance ne sert pas à ça. L'ordonnance, elle sert à écrire des tests très techniques. Mais vous vous rendez compte que sur un sujet comme ça, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'amendement, de discussion constructive sur le... Pour vous, c'est une gestion autoritaire de ce dossier ? Oui, c'est une gestion autoritaire et à mon avis, passablement irresponsable sur un sujet qui est quand même au cœur du pacte social. Voilà, je veux dire, on ne peut pas traiter ces sujets-là de façon aussi désagréable. En même temps, l'argument qui dit on s'attaque enfin à ce code du travail parce que la situation sociale, le chômage... n'a pas été réglé, vous pensez que ça peut donner une chance à l'amélioration du marché du travail ? Tout dépend comment on le fait. Le marché du travail n'est pas un marché, c'est pas le marché de la pomme de terre. Hein, c'est fait avec des hommes, il y a des vies derrière. Et les gens... Par exemple, prenons un exemple, l'accord d'entreprise plutôt que l'accord de branche. Non, je pense que c'est une mauvaise idée. Voilà. Je pense qu'il y a des sujets qui relèvent de l'accord d'entreprise, comme l'organisation du travail. Mais je pense que la durée du travail, par exemple, la durée légale, la durée du travail, ça doit... et la façon dont on rémunère les heures supplémentaires, ça relève de l'accord de branche. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que l'accord de branche est fait pour quoi ? Il est fait pour éviter la concurrence sauvage entre les entreprises et le dumping social entre les entreprises d'une même branche. Voilà. Je pense que c'est un des fondements du dialogue social. Après, il y a des choses qui se font dans l'entreprise, d'ailleurs, qui s'y font tout naturellement, mais je pense que c'est pas une très bonne idée de vouloir vider complètement ou presque la négociation de branche pour la négociation d'entreprise, parce que vous savez, qui va payer les pots cassés ? Des petites, en fait, hein, qui n'ont pas les moyens vraiment du dialogue social, qui seront soumises à la concurrence des un peu plus grandes. Je pense que c'est pas une bonne idée. Ça me rappelle... Henri Guénaud, sur le plafonnement des indemnités prud'homales, ça c'est une bonne idée quand on sait qu'en moyenne, en moyenne, le salarié gagne 10 mois de salaire. Mais ça peut être une bonne idée sur le papier. Simplement, on va voir comment, une fois de plus, c'est conforme à nos principes, aux principes fondamentaux de notre droit. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'une indemnité. Hein, pour compenser des dommages
L'indemnité, ça se juge au cas sans cause réelle, ça se juge au cas par cas. Voilà. Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai casse-tête. Moi, je ne suis pas contre l'idée qu'on trouve plus de visibilité et de certitude dans ce domaine. Mais vous savez, à vouloir traiter le Code du travail sans précaution, bien sûr, c'est plus tenable. 100 pages par an de plus. Donc on a fait 1000 pages en 10 ans. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais il faut bien voir que si on le simplifie trop, si on met que des grands principes, si on tient la loi à l'écart, c'est le juge qui fait le Code du travail. Donc quand c'est très compliqué, c'est le juge, et quand c'est pas assez précis, c'est aussi le juge. Et le juge, c'est l'incertitude des jurisprudences. Le juge, c'est le juge qui dirige l'entreprise quasiment à la place du patron. Donc, il faut faire très attention. Je trouve qu'on traite ce débat avec beaucoup de simplisme et de caricature. Alors, vous n'êtes pas investi par les Républicains, Henri Guénaud, mais quand même, les Républicains partagent 99% de ce programme d'Emmanuel Macron sur la réforme du travail. Les notables des Républicains, c'est pas eux les Républicains, ne sont pas les Républicains eux tout seuls, et c'est quand même un sujet sur lequel on a le droit d'avoir un débat, parce que quand on voit les politiques qu'ils ont soutenues pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs c'est tout à fait normal qu'un certain nombre d'entre eux s'en aillent chez Macron. Moi, je trouve ça tout à fait logique. Vous pensez que les Républicains, justement, vont tenir la route après les élections législatives? Je sais pas, mais il y aura forcément des tensions et des fractures, parce que nous avons créé sur la scène politique française... Mais vous pensez que, par exemple, deux groupes à l'Assemblée nationale, c'est possible, oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'envisagent, mais sur la scène politique française, on a créé 2 grands cartels électoraux avec des gens qui n'avaient plus grand-chose à se dire, plus grand-chose en commun, et qui n'arrivaient même plus à discuter des grands sujets, le Parti Socialiste et l'UMP, qui est devenu après les Républicains. Aujourd'hui, on arrive à la fin de ce cycle. On voit bien que tout ça explose, que les gens ont du mal à se supporter, ils ont du mal à construire ensemble. Voilà, une fois qu'on a sauté sur sa chaise en disant la flexibilité, vous croyez vraiment qu'on a résolu le problème du chômage? Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire sur le Code du travail, mais arrêtons de faire les choses de façon aussi caricaturale. C'est comme le référendum d'entreprise. Vous savez, le référendum... D'abord, l'entreprise, ce n'est pas un lieu de démocratie, sinon il faut élire aussi des patrons. Il faut faire campagne là, voilà. Sur les valeurs. Il faut réfléchir à ce qu'on va faire. Et quand vous faites un référendum dans une entreprise et que vous avez ceux qui sont concernés par la mesure qui votent pour, et ceux qui votent contre, et ceux qui ne sont pas concernés qui votent pour, qu'est-ce que vous faites? Vous ressuscitez la lutte des classes. Il reste 2 minutes. C'est un magnifique résultat. Il faut être prudent, réfléchi et raisonnable. Henri Guénaud, très brièvement, si vous êtes battu dans l'élection législative où vous êtes candidat, vous avez dit que vous arrêteriez la politique. Oui. Vous confirmez ça aujourd'hui? Oui, enfin je dis vous pas feriez quoi? Je dis vous feriez quoi? Je retournerai dans mon corps d'origine et puis voilà. Pourquoi ces circonscriptions à Paris plutôt que les Yvelines? Mais parce que le combat a un sens, parce que ici on ne tranche pas les contradictions qui aujourd'hui ravagent, dévastent les grands partis politiques et en font encore une fois des cartels électoraux et non plus des partis. Nous ne reconstruirons plus rien. Donc voilà, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle incarne quelque chose, elle incarne des idées, une façon de faire de la politique, un rapport au monde, un rapport à la société, etc. Moi, j'incarne autre chose. Je pense que ce sont deux visions, 2 incarnations sur lesquelles les gens doivent changer. Henri Guénaud, on voit derrière vous la liste des candidats, la 12e circonscription de Paris. Pour être juste et équilibré, votre suppléant, c'est Jean-Jacques Chaban-Delmas. Oui, absolument. Alors, c'est le fils de l'ancien Premier ministre, maire de Bordeaux, qui voulait la nouvelle société. Pourquoi ce choix du suppléant Jean-Jacques Chaban-Delmas? Parce que très souvent, le choix d'un suppléant n'a pas de signification politique particulière. C'est pour faire joli sur l'affiche. Moi, j'ai voulu que ça ait une signification politique. Et je trouve, c'est quelqu'un qui n'a... C'est un nom qui veut dire quelque chose. C'est un nom qui veut dire quelque chose. Moi, j'ai rêvé très longtemps de quelque chose qui n'a pas pu se faire à l'époque pour des raisons de personnalité, la nouvelle société. Sans doute, c'est-à-dire... Non, moi, j'ai rêvé de la synthèse entre Georges Pompidou et Jacques Chaban-Delmas. Voilà, c'est-à-dire une espèce de conservatisme éclairé, en même temps très moderne sur l'économie, sur l'art, etc., qui était celui de Georges Pompidou, et puis quelqu'un de très attentif aux évolutions de la société, tourné vers l'avenir, qui avait toujours fait passer dans sa vie son pays avant son parti, qui a incarné l'esprit de la résistance. C'est la raison du choix de Jean-Jacques Chaban-Delmas? Oui, c'est la raison. La raison, c'était que ce nom a une signification, a une résonance pour moi, et à ma grande et bonne surprise, je constate que pour beaucoup d'électeurs, ça a une résonance. Voilà, il n'avait jamais engagé son nom dans la politique. Il travaille beaucoup à la mémoire de son père. Il a travaillé toute sa vie dans l'administration, puis dans de grandes entreprises, en France et à l'étranger. Il n'avait jamais fait de politique, jamais engagé le nom de son père. Il a accepté de le faire. Merci. Et je trouve que ça a une signification, en tout cas pour moi, très profonde. Merci Henri Guénaud, candidat dans la 2e circonscription de Paris. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci.
Voilà, alors qu'Henri Guénaud quitte ce plateau, eh bien font leur entrée. Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour Cyril, bonjour Denis. Et bonjour Denis à tous. Jambard de Nice Matin. Cyril, bonjour Radio. Yves, bonjour à tous. Denis, merci d'être avec nous. On démarre ce débrief de l'actualité, mais aussi des propos de notre invité Henri Guénaud, qui était sur ce plateau donc il y a un instant. On démarre avec l'attentat de Londres. Quand on a posé la question à Henri Guénaud, à savoir si ça remettait en question, en jeu le modèle britannique de multiculturalisme, Henri Guénaud pense que oui, mais qu'en France aussi, Denis Jambard. Écoutez, en tout cas, ça montre que le communautarisme n'est pas une réponse au terrorisme comme certains nous l'ont expliqué au moment des attentats à France. Voilà, donc le modèle français est aussi un bon moyen de combattre le terrorisme et en tout cas d'y faire face. Et le communautarisme n'est pas en plus dans l'ADN de notre pays, de la République française. Je n'ai jamais d'ailleurs compris pourquoi on voulait essayer d'imposer ce modèle-là à la France. Elle a des traditions et ce qui se passe malheureusement en Angleterre montre que la réponse anglo-saxonne n'est pas meilleure en tout cas que la réponse française sur ces questions-là. Yves Tréhard. Alors je vais dire que la réponse française n'est pas meilleure que la réponse anglo-saxonne sur ces questions-là. Le problème, c'est pas le communautarisme, c'est pas l'intégration à la française, le problème c'est l'islam. Hein, vous pouvez baigner l'islam dans n'importe quelle, et les dérives de l'islam évidemment, dans n'importe quelle composition chimique et sociale, eh bien, vous aboutirez au même résultat. Alors, arrêtons les débats d'intellectuels en disant c'est mieux chez eux, c'est mieux chez nous. Nous, au moins, on intègre et tout. On n'intègre rien du tout. Il suffit d'aller se balader en France et notamment dans les grandes cités, dans les grandes mégalopoles. Et vous voyez que, pardon pour les grandes mégalopoles, les mégalopoles, et vous voyez que ça marche pas bien. Et puis vous allez en Grande-Bretagne, vous allez à Londres notamment, et vous voyez que c'est du développement séparé et que ça marche pas bien non plus. Donc le problème, il est quoi? Le problème, c'est l'islamisme, qu'on se mette ça dans la tête, et l'islam. Parce que l'islamisme, ça vient de l'islam. Donc ça vient de là. Et il faut impérativement trouver les moyens de combattre ça. Je partage complètement, malgré la tentative de polémique d'Yves, on dit à peu près la même chose, je partage complètement ce point de vue. Simplement, je voudrais ajouter que nous, on a une réponse claire, qui est la loi de 1905. La loi de 1905, elle a permis de créer, de régler les problèmes de séparation des pouvoirs, du spirituel et du temporel. Yves a raison. Le problème de l'islamisme et de l'islam, c'est que c'est une religion qui n'accepte pas cette séparation entre le temporel et le spirituel. Ouais. S'il l'acceptait, eh bien écoutez, les musulmans seraient dans les mosquées et pas à faire des attentats dans la rue. Voilà, c'est simple. Une grande majorité d'entre eux, d'ailleurs, il faut le dire, il ne s'agit pas de stigmatiser une population en France, une religion. Une grande majorité, d'ailleurs, pratiquent tranquillement leur religion, très large majorité. Mais il y en a qui prennent de manière radicale la lecture du Coran et commettent les actes auxquels on assiste. Mais c'est un vrai combat. C'est pas une guerre de civilisation voulue par les pays occidentaux. C'est une guerre de civilisation voulue par les tenants de cet islam-là. Pourquoi, Yves Tréhard, a-t-on dit que ça marchait mieux en Angleterre longtemps? Non, ça, on n'a jamais dit. Enfin, c'est ceux qui ne voyaient rien, qui sont aveugles et qui ne voyagent pas, qui disaient ça. Enfin, moi, je connais bien la Grande-Bretagne, je connais bien Londres. Allez, je vous invite à aller à Brixton, je vous invite à aller dans certains quartiers, et puis vous verrez que ça marche pas mieux qu'ailleurs. Vous avez, d'ailleurs, on a dit, et ça fait longtemps que ça existe, le Londonistan. On parlait du Londonistan. Le Londonistan, ça existe depuis les années 60, au moment des décolonisations. Je vous invite aussi à aller dans certains quartiers de la région parisienne, la grande banlieue, et vous aurez l'impression d'être dans un système communautariste. Ouais. Bon, non, ça marche pas mieux. D'abord, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Il y a la volonté chez nous. Il y a eu la volonté chez nous d'intégrer effectivement les populations qui venaient issues de la décolonisation. Il suffit de voir le modèle colonial d'ailleurs de la France et de la Grande-Bretagne. Le modèle colonial français était un modèle culturel. Il fallait
prêcher en fait et intégrer à nos valeurs les populations vers lesquelles on allait, alors que le modèle britannique, c'était pas un modèle c'est un modèle de colonisation économique, d'abord, et principalement, mais pas intégrationniste. Alors, il reste 2 minutes pour parler de cette réforme du Code du travail. Donc, Henri Guénaud, lui, qui était notre invité ce matin, il pense que c'est un problème qu'on ne règle pas par ordonnance. Cet après-midi, c'est la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui remet cette feuille de route à chacun des syndicats. Est-ce que c'est une bonne méthode, Denis Jeanbart, la concertation avant l'action? Écoutez, la concertation, moi je pense que c'est nécessaire, mais il n'est pas nécessaire non plus sur un sujet rebattu, remâché depuis tant et tant d'années, qu'elle dure 6 mois. Il me semble qu'en en un mois, on peut examiner un projet de loi avec les partenaires sociaux. Pas la peine d'y passer 6 mois. Après, est-ce que c'est la bonne méthode? Écoutez, c'est les résultats qui nous permettront d'en juger. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'avis préalable, a priori, sur la méthode de Macron. Il s'empare de cette question-là, dont on dit qu'elle devrait débloquer la question de l'emploi en France. Je le souhaite. J'espère que c'est les bonnes réponses. Simplement, on jugera sur pièce, comme souhaite être d'ailleurs jugé le président de la République. Alors, Henri Guénaud, lui, il trouve que c'est pas la bonne méthode. C'est pas par ordonnance. Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme méthode? Ah, les ordonnances? Oui, les ordonnances, elles ont été utilisées par tous les présidents de la Ve République. Je crois qu'il faut arrêter d'avoir des pudeurs de gazelle ou de candidats aux législatives pour ça. Bon, on va voir. Ce qui est important, c'est l'efficacité. Est-ce que ça va changer? Est-ce que d'abord ces ordonnances vont changer le climat du marché du travail, et est-ce qu'elles vont permettre l'embauche de davantage de Français pour réduire le chômage? Il est là l'objectif. Bon, après, vous avez les contestataires professionnels, ceux qui vont sans doute aller dans la rue, manifester, ceux qui vont vouloir contester chacun des paragraphes de ces ordres, enfin des projets qui vont être mis sur la table. Dans ce qui a été présenté jusqu'à présent, il n'y a rien de neuf par rapport à ce que Macron a dit dans son programme. Merci Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Denis Jeanbart, éditorialiste à Nice Matin. Merci, bonne journée. D'avoir débriefé notre invité et l'actualité. On passe aux Appellisés, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Londres a déjà été victime d'attentats très graves, mais c'est à la fois une question de contrôle général des frontières, mais aussi de contrôler certaines idéologies qui pullulent. Ça fait déjà 2 ans que moi je me mobilise pour l'interdiction du salafisme. Notre pays doit se rassembler. Nous ne devons pas vivre comme des communautés séparées et ségrégées, mais comme un véritable Royaume-Uni. Enfin, un propos lucide qu'on aimerait avoir de temps en temps en France. Parce que c'est vrai que si on s'interroge jamais sur le terreau de la montée de ce fondamentalisme islamiste, qui, je rappelle, est l'idéologie qui arme le terrorisme. Le terrorisme, ça n'est qu'un moyen. Quartier nord de Marseille, Jean-Luc Mélenchon doit prendre la parole au pied des immeubles, juste le temps de saluer ceux qu'il est venu rencontrer avant de recevoir des œufs. Ce que j'ai entendu de Jean-Luc Mélenchon depuis qu'il est venu, c'est des pagnolades. La bouillabaisse, les boules, il refait l'accent marseillais, il singe les Marseillais. Voilà, je crois qu'il se comporte un peu comme un touriste. Plan Macron pour réformer le Code du travail. D'après les révélations du Parisien, les mesures vont bien au-delà de ce que le président a pu annoncer durant la campagne. Un document qui révélerait 8 ordonnances contre 3 annoncées par le gouvernement. L'une d'elles concerne le contrat de travail, dossier jugé prioritaire. Règles concernant la durée du travail, et notamment le travail de nuit, améliorer la formation des délégués syndicaux. Le code du travail, c'est pas le code de la route. Chaque page, c'est une histoire de lutte, de grève, de manifestation et de rapport de force. Et M. Macron méconnaît tout ça. L'idée, c'est de faire marche arrière, de considérer que si les entreprises n'embauchent pas, c'est parce qu'il y aurait davantage trop de protection pour les salariés. Vous savez, c'était la même logique dans le débat sur le travail des enfants. Je le dis de façon brutale. Il obéit à ce que Bruxelles demande, c'est-à-dire ce programme de précarisation, d'ultra, je dirais même pas flexibilité, parce que ça a une connotation positive. C'est comme ça qu'on va nous le vendre. On va même nous dire flexi-sécurité. Je dis à M. Macron que ce n'est pas normal que ce soit un média qui soit obligé de faire connaître ses intentions. Et je lui dis, respectez notre démocratie, faites connaître le plan et les objectifs de vos ordonnances. Il a raison de demander ça.
Ah ben moi je pense que quand on prône la transparence et les nouvelles pratiques politiques d'un côté, on doit naturellement se les appliquer de l'autre. Je souhaite naturellement que les ordonnances telles qu'elles sont préparées soient publiées avant les législatives. Il faut que les Français sachent précisément dans quelle direction, selon quelle orientation et sur quelle base de travail. C'est tout simplement un document qui retrace tout ce qui a été exprimé pendant la campagne électorale. Donc j'en ignore la source, mais je peux vous dire qu'il n'est pas une source gouvernementale et qu'il n'est en aucun cas l'avant-projet. Et vous verrez qu'il est plus intéressant de parler d'un texte réel que de papiers qui viennent de je ne sais où. Voilà, c'était Territoire d'info. Évidemment, les meilleurs moments de cette matinale seront retransmis sur les sites internet de la presse quotidienne régionale ce matin. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'info. Bonne journée à tous.